Elle constitue 75% de la population ivoirienne. Elle était en première ligne lors de la décennie de crise qui a secoué notre pays. Elle est aussi au cœur des grands succès de la Côte d'Ivoire, dont le dernier en date reste la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Depuis 2010, elle ne vote que rarement. Elle ne vote même presque pas, pour être un peu plus précis. Mais en même temps, elle est au cœur de toutes les violences électorales. Quelle grande contradiction. La jeunesse ivoirienne est passée par plusieurs étapes. Entre la recherche de leur véritable identité culturelle, les nombreuses difficultés d'accès à un emploi décent et un désintérêt de plus en plus prononcé pour la politique, les jeunes Ivoiriens ne savent plus à quel sens se vouer. La question est donc pertinente et demande l'attention de tous. 65 ans après l'indépendance, quel avenir pour la jeunesse ivoirienne? Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat citoyen. Pour mener la discussion, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 6 belles figures de la jeunesse ivoirienne. D'abord, Maître Mohamed Fofana, juriste fiscaliste. Bonsoir. Bonsoir Alassane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alassane. Comment vous allez? Très bien, merci. Bernadette Nguessan, vous êtes étudiante en droit, membre de la LUNESI. Que signifie LUNESI? Alors, la LUNESI signifie Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Moussa Dikema Chérif, journaliste, reporter à la rédaction de NCI. Merci, vous êtes un habitué de la maison. Merci. Comment vous vous sentez? Très bien. Et puis René Armstrong, bonsoir. Bonsoir Alassane. René Armstrong, au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Je fais de la communication institutionnelle, événementielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Dohou, vous êtes de la Garde citoyenne, cofondateur de ce mouvement. De quoi il s'agit concrètement? Nous sommes une association qui promeut l'engagement citoyen, celui notamment des jeunes. Très bien. Eh bien, messieurs, on va mener le débat autour de cette thématique très importante qui alerte, 65 ans après, quel avenir pour la jeunesse ivoirienne. Je vous prie, s'il vous plaît, d'interroger ensemble l'efficacité du système éducatif ivoirien. Éric, telle que l'école ivoirienne est pratiquée aujourd'hui, est-ce qu'elle est efficace? Je pense que pour se prononcer, il faut regarder point par point plusieurs aspects. Le premier point, qui est très souvent discuté, c'est celui de l'accès à l'éducation. Moi, j'ai plutôt envie de parler de l'accessibilité. Pour faire un peu de nuance, l'accessibilité dans le sens de réduire justement les barrières et les entraves qui pourraient permettre à un jeune Ivoirien d'entrer dans le système éducatif et de ressortir avec quelque chose qui pourrait servir la nation. Donc à ce niveau-là, on pourrait parler par exemple des infrastructures, donc de la proximité. À ce niveau, beaucoup de choses ont été faites depuis 1960. Ensuite, on a toutes ces passerelles et toutes ces discussions au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux enfants de ne pas décrocher scolairement et puis de pouvoir peut-être changer de filière ou de formation. Et on a enfin toutes les questions sur, par exemple, les coefficients. Toutes ces discussions-là permettent justement d'aider chacun des enfants qui rentrent dans le système éducatif de ressortir vraiment avec quelque chose et ne pas ressortir sans rien. Bernadette Nguessan, vous êtes pour une nouvelle espérance dans le pays. Effectivement. Est-ce qu'avec cette vision d'une nouvelle espérance, l'école ivoirienne, en l'état, doit être maintenue? Non. Avec les valeurs que nous promouvons à la LUNESI, l'école ivoirienne, dans son état actuel, ne doit pas être maintenue. On vise une amélioration de ce qu'on voit maintenant. Parce qu'on le dise, l'accès à l'éducation est plus ou moins facile, mais le fait de demeurer dans cette éducation-là est difficile. Nous qui sommes étudiants, qui sommes sur le terrain, nous pouvons vous dire que les conditions dans lesquelles nous étudions sont vraiment difficiles. Et avec la Ligue de la Nouvelle Espérance, nous espérons, comme nous sommes un pays d'espérance, que ces situations-là, ces conditions-là s'améliorent afin que nous, étudiants, nous puissions étudier dans un bon cadre et faciliter notre insertion professionnelle. Mohamed Fofana, vous êtes juriste fiscaliste, je l'ai dit. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'école ivoirienne telle qu'elle est pratiquée, enseignée, est-ce qu'il y a des réformes à faire? Alors, à ce sujet, au niveau des réformes à faire, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'évolutions dans le système éducatif. Donc, pris dans son ensemble, déjà au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau universitaire. Aujourd'hui, on avait pratiquement 3 universités, aujourd'hui on en a 9. Donc, ce qui montre une volonté véritable de l'État à pouvoir améliorer plus ou moins les choses afin de désengorger le système éducatif ivoirien. Au niveau des réformes, il faut continuer dans ce sens. Encore, démultiplier donc les lycées professionnels, démultiplier les écoles, les universités, réduire la proximité.
Ensuite, inciter enfin une fois de plus les populations reculées à pouvoir scolariser davantage leurs enfants. Le taux d'alphabétisation a grimpé, le taux de scolarisation est passé de 83 à 105%. On a une avancée notable au niveau donc, de la scolarisation des jeunes filles. Donc c'est un processus. C'est un processus qui mérite d'être renforcé, qui mérite d'être accompagné et qui mérite d'être soutenu. Très bien. René Armstrong, quel est l'état des lieux que vous faites, vous, en tant que communicante de l'école ivoirienne? Alors déjà, j'aimerais dire que je suis un produit également de l'école nationale. J'ai fait un lycée de jeunes filles, un lycée d'excellence. J'ai également fait l'université de Cocody. Donc j'ai été vraiment au fait des réalités que peuvent vivre et les étudiants et les lycéens du système public. Je pense qu'en l'état actuel des choses, il y a beaucoup à faire. Pas qu'il n'y a rien qui a été fait depuis. Mais aujourd'hui, en 2025, pour la nation que nous sommes, je pense qu'il y a beaucoup de réformes, mais surtout une vision qu'il faut avoir sur la finalité. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale souffre du manque de vision pour l'après. Parce que pendant des décennies, on nous a biberonné avec l'idée de l'université, les diplômes, mais pas forcément avec celle de l'employabilité. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de l'éducation, de savoir lire et écrire, compter, avoir les diplômes, c'est cette finalité-là qui aujourd'hui pose problème de part et d'autre. Donc quand les débouchés ne sont pas forcément celles auxquelles les populations s'attendent, il y a un problème déjà dès la base. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a des infrastructures. On a plus d'universités, plus d'écoles, donc plus de proximité. Les jeunes filles vont de plus en plus à l'école. Mais il y a beaucoup à faire au niveau du corps enseignant également, parce qu'on n'en parle pas souvent quand on parle d'éducation, mais il y a vraiment une adaptation à faire avec le monde d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, nous sommes en 2025, les choses ont changé. Il y a des filières qui, pour moi, doivent être revues pour ceux qui vont à l'université. Il y a des métiers qui doivent être enseignés pour ceux qui ne comptent pas justement aller jusqu'à l'enseignement supérieur. Il y a des bases également solides à poser depuis le primaire. Il y a des questions à poser même depuis la maternelle, avec même des questions de crèche dont on ne parle pas, mais qui font partie de l'éducation également. Donc pour moi, on en est là. Des choses ont été faites jusqu'à aujourd'hui, mais il reste beaucoup, énormément à faire. Nyongo Serge nous a rejoint en duplex depuis Conakry, en République de Guinée. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, je voudrais rebondir avec cette intervention de René Armstrong. Est-ce qu'une éducation nationale qui n'est pas à même de faciliter l'insertion professionnelle de ses apprenants, peut-on dire de cette éducation nationale-là qu'elle est efficace? Je rejoins parfaitement le point de Armstrong, mais au niveau même de l'employabilité, moi je pense que l'éducation a pour but de former des citoyens, comme ce dont on parle actuellement, et tu l'as dit dans ton introduction. Le citoyen ivoirien, il a commencé à renoncer un peu à la République, il ne vote pas, il ne s'intéresse pas à qui il est dans la société ivoirienne. Du coup, moi je pense que l'éducation, en plus de former des futurs travailleurs, donc le volet économique, il y a aussi un volet culturel et social. Et pour l'instant, pour ce que je vois, l'éducation nationale échoue à former des citoyens compétitifs sur le volet économique déjà, mais aussi sur le volet culturel et sur le volet social. On aura l'opportunité de parler en long et en large avec vous, bien évidemment, puisque vous êtes le fondateur d'Ivoire Black History Month et vous êtes activiste culturel. On aura l'opportunité d'interroger en tout cas cet aspect culturel des choses. Moussa Nikema Chérif, vous êtes journaliste et dans votre métier de tous les jours, vous êtes au contact du corps enseignant, du personnel et des apprenants. Quel est votre état des lieux de l'école ivoirienne? Alors, moi, je vais citer 3 petits faits. Oui. Premièrement, ce sont les infrastructures. Comme ça a été dit tout à l'heure, de 1960 à aujourd'hui, on a de plus en plus d'infrastructures qui permettent de résorber beaucoup d'élèves, donc avoir la possibilité d'inscrire de plus en plus d'élèves, dont a parlé tout à l'heure Fofana, donc avoir plus d'élèves dans le cursus scolaire. En plus de cela, ça permet de faire faciliter la continuité. Avant, beaucoup s'arrêtaient peut-être après le primaire. Aujourd'hui, ça va jusqu'à peut-être même à l'université. Sur le plan infrastructurel, l'évolution, elle est belle. Et on souhaite que ça continue dans cette même dynamique. Deuxièmement, c'est sur le plan de la rigueur. Quand on est sur le terrain, effectivement, on rencontre des élèves qui ont de très belles notes, mais qui ne savent pas lire. On rencontre des élèves qui ont de bonnes moyennes, mais qui ne savent pas multiplier comme on le faisait, par exemple, au primaire. Comment c'est possible? Est-ce de la magie? Peut-être, c'est là j'ai dit la question de rigueur, par exemple. Aujourd'hui, pour avoir des moyennes, on peut passer par plusieurs moyens pour avoir des moyennes. Lesquelles, par exemple? Il y a une bonne convenance entre les élèves et leurs enseignants, d'où la question de la rigueur. Aujourd'hui, facilement, on retrouve un élève après le cours avec son enseignant dans un maquis. Donc, très facilement, pour celui qui est devenu, en griffe, mon ami,
me faire passer en classe supérieure n'est pas un grand problème. Et on a les écoles privées aujourd'hui qui comptent sur le fait qu'on passe plus facilement, donc avoir de bons résultats pour afficher, pour avoir plus de rendement et donc faire plus de publicité. Donc très facilement, on peut faire passer un élève même avec 9 de moyenne. Donc on a des élèves qui évoluent dans le système, mais malheureusement avec pas de bonnes notions, qui ne peuvent pas te faire une réflexion en classe de 3e ou même en classe de première. Donc voici le constat. Troisième point, au niveau universitaire, de 3 universités, on a 9 et plus. On a un vaste chantier pour ce qui est de l'école technique et professionnelle. Cependant, c'est un endroit qui n'est pas véritablement valorisé, qui est assez méconnu. Et pour beaucoup de parents, envoyer son enfant à la technique, c'est comme s'il avait échoué. Donc pour ma part, voici 3 éléments sur lesquels on doit s'asseoir, travailler pour améliorer l'éducation ivoirienne qui évolue, mais très lentement. Mesdames, Messieurs, à vous entendre, on a l'impression que dans l'école ivoirienne, absolument tout va mal et que tout est à refaire. Et pourtant, il y a Marietou Koné qui est arrivé depuis avril 2021 à la tête de ce secteur vital pour notre nation. Et avant cette émission, quand je la préparais, j'ai fait quelques petites recherches et je me rends compte que Marietou Koné, quand elle arrive en avril 2021, le taux de réussite au baccalauréat en 2020 est de 40%. Et quelques mois après sa prise de fonction, on rechute, je crois bien, à 29,24%. Éric Dohou, est-ce que la rigueur d'Ondikema Moussa, depuis l'arrivée de cette dernière à la tête de ce département, est en train de devenir petit à petit une réalité? Oui, je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. Je voudrais revenir sur deux choses importantes. Une des choses qu'a dit René Armstrong à côté de moi, c'est le manque de vision. Parce qu'on parle de l'arrivée du professeur Marietou Koné à la tête de ce ministère, mais on ne parle pas de son prédécesseur ou de sa prédécessrice, on pourrait le dire comme ça. Madame Kandia Camara, qui est aujourd'hui présidente du Sénat. Qui est restée à ce poste pendant 10 ans. Ouais. Donc, je pense qu'elle a juste récupéré, je parle du professeur Marietou, qu'elle a récupéré justement les résultats de ces 10 années de manque de vision dans l'éducation nationale. Et je fais le parallèle maintenant avec ce qu'a dit monsieur, notre camarade juriste, excusez-moi, monsieur Fofana, je crois. C'est ça, oui. Voilà, qui a justement abondé dans le sens de la construction d'infrastructures. Et c'est là où je pense que le manque de vision, on peut le définir et mettre des mots dessus, c'est qu'on a une vision matérialiste de l'éducation nationale. On a l'impression qu'il faut construire presque des enclos dans lesquels il faut parquer les enfants et puis s'arranger pour qu'ils restent sages jusqu'à ce qu'ils puissent sortir du système. Alors qu'en fait, si cette vision qualitative était abordée, on serait rentré dans des discussions beaucoup plus intéressantes, comme certains l'ont dit ici. Déjà, pour commencer, le recrutement des enseignants. Recruter un enseignant au niveau BEPC pour apprendre à des enfants ne donnera jamais le même résultat que si on recrute quelqu'un au niveau bac, au niveau BTS ou au niveau quasiment, je dirais, master. Dans des pays sérieux, même pour enseigner parfois à des niveaux qui sont un peu, je dirais, tout récent, au primaire par exemple, voilà, il faut quand même avoir un bac plus 2 pour le faire. Et c'est ce respect justement de la mission qu'est l'éducation qui donne, je pense, cette bonne vision que ces pays-là ont. Et il y a d'autres sujets, on va par exemple parler du matériel didactique. Moi, j'ai fait, par rapport à mes activités associatives de tour dans des écoles, notamment à l'intérieur du pays, pour trouver une clôture sur une école primaire, il faut en chercher. Pour trouver des salles d'eau qui sont fonctionnelles, il faut chercher. Alors qu'on est censé apprendre l'hygiène à ces jeunes enfants qui sortent du primaire. Pour trouver une bibliothèque, il faut chercher. Là, j'ai des chiffres qui viennent de l'UNESCO, dont on ne pourra pas les contredire. C'est moins de 12% des établissements publics et privés sur toute l'étendue du territoire qui disposent d'une bibliothèque. Et on est à moins de 1% pour des salles informatiques. Donc forcément, l'élève ou l'étudiant qui sort du système éducatif ivoirien, il a quasiment, presque, j'ai envie de dire, un siècle de retard sur quelqu'un qui sortirait d'une école européenne, alors qu'avec la mondialisation, tous les enfants du monde sont concurrents. René Armstrong, à quoi sert-il finalement de former des milliers d'élèves et d'étudiants sur des filières dont, au final, il n'y a pas de débouchés certaines? Alors, pour être direct, je dirais à rien. Parce que s'il n'y a pas de finalité, s'il n'y a pas de, on va dire, de ligne d'arrivée, on court dans le vide. Et c'est une réalité de nos universités. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été à l'université de Cocody en faculté de droit. Donc, j'ai été voisine d'autres facultés, criminaux, sciences éco, histoire même. Donc, et on est, comme a dit, Eric. Comme a dit Eric, voilà, merci. Comme a dit Eric, on est à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, malheureusement, excusez-moi le terme, mais je pense qu'on fait du bourrage au cerveau.
on additionne des informations, même pas des compétences, parce qu'à la fin de la journée, en termes d'employabilité, ils ne peuvent pas les utiliser. Donc, on a des gens qui sont diplômés, tridiplômés, multidiplômés, master en X, Y, Z, mais qui, on va dire dans le secteur, dans le monde du marché professionnel, ils ne peuvent pas arriver à un certain niveau pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ça pose plusieurs questions. Parce que ces filières ont été maintenues, parce qu'il n'y a pas eu une certaine réflexion, je pense, sinon un certain mouvement, d'actualiser les choses et de suivre notre époque. Parce qu'on peut comprendre que jusqu'au lycée, jusqu'au bac, il y a une uniformité de l'éducation, vu que c'est à l'université plus ou moins qu'on se sépare, pour ceux qui vont jusque-là. Sinon, pour ceux qui font des formations professionnelles, souvent au niveau du BEPC, le chemin s'arrête là. Donc, il y a quand même beaucoup de temps pour préparer ces jeunes-là à arriver dans ce creuset du savoir où on leur permet d'être des personnes dont la nation a besoin. Parce que, disons quelque chose, les universités sont censées former dans des domaines qui sont des piliers de la nation. Je prends la faculté de droit, vu que c'est celle que j'ai fréquentée et que je connais. On connaît un peu les réalités en termes d'accessibilité du droit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'examen du barreau depuis je ne sais plus combien d'années. On est des millions d'Ivoiriens. Je pense que le dernier recensement du RGPH en 2021, on était près de 30 millions. Et je vous assure que pour trouver ne serait-ce qu'un avocat pour 10 000 habitants, c'est un parcours du combattant. Donc il y a ces réalités-là où à la fin de la journée, même si la filière, on va dire, est prometteuse, parce qu'à défaut de devenir avocat, vous pouvez devenir juriste d'entreprise, magistrat, officier de justice, c'est comme ça qu'on dit, maître commissaire de justice. Ouais. Je pense qu'on ne dit plus ici. Donc il y a quelques-unes de ces débouchés-là. Mais ça reste encore, on va dire, assez fermé. Et ça, c'est pour une filière qui produit, on va dire, certains piliers de la nation. Et il n'y a même pas un nombre suffisant pour tout le monde. Alors, rapportons ce ratio-là à des gens qui sont dans des filières, on va dire, beaucoup moins, je ne veux pas dire utiles, mais on va dire beaucoup moins recherchées. Dans la société ivoirienne. Dans la société ivoirienne. Exemple, philosophie. Par exemple, philosophie. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est très important. J'ai aimé beaucoup la philosophie. Ça permet de réfléchir, d'observer. Nikema Moussa nous dira pourquoi il sourit d'ailleurs. Pour moi, c'est très important. Ouais. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, conforme 100, 200, 300 philosophes en Côte d'Ivoire, une question très simple. On a un SMIC à 75 000 francs. Est-ce qu'on est certain qu'au sortir de là, ils pourront même avoir un travail avec cette filière-là qui leur offre un SMIC? Je n'en suis pas sûre. On parle des filières comme la psychologie. Très important. Très, très important. Mais le ratio dans ces filières-là, pour les déboucher, vous voyez un peu ce que je veux dire? Avec la psychologie, par contre, je pense qu'on n'aura plus ces prochaines années beaucoup de mal parce que malheureusement, le taux de suicide ne fait qu'augmenter dans notre pays. Après, oui, mais je pense que c'est un état un peu mondial à cause de la situation sociale et sociétale partout. Très bien. Mais le rôle en fait des psychologues, moi ça me dérange un peu qu'on les réduise à la question juste du suicide dans notre société. Comme m'a dit M. Eric, il parlait depuis la formation avec les professeurs de lycée et d'école. C'est des gens qui, par exemple, pour certains, pourraient être associés justement à cette réflexion-là pour former des étudiants, comme l'a dit notre camarade en aparté, de vrais citoyens, depuis le primaire à la maternelle, parce qu'ils poussent la réflexion, ils observent l'humain sur différentes facettes. Donc il y a quand même des débouchés, je pense, mais ça reste quand même des filières où il faut qu'on soit honnête, en 2025, c'est compliqué. Très bien. Bernadette Nguessan, dans la nouvelle Côte d'Ivoire que veut construire la LINESI, avec des jeunes qui ont cette belle vision comme vous, qu'est-ce qu'on va faire comme réforme pour permettre à l'éducation d'être en adéquation avec le marché de l'emploi? D'accord. D'abord, pour faire un rapide état des lieux de la situation. Comme l'a dit mademoiselle Renée, je suis aussi étudiante en droit. Et dans nos facultés, pour un amphithéâtre qui est censé accueillir peut-être 300 étudiants, on se retrouve à 1500 ou voire 2000 étudiants pour un seul professeur dans un amphithéâtre. Comment c'est possible quand Maître Fofana, à côté de vous, dit que de 2011 à aujourd'hui, on a construit 9 universités? Comment c'est possible? Mais, sachant que le taux de démographie augmente chaque année, un rapport a dit que au moins 11% de naissances chaque année. Donc, la population augmente. Les infrastructures aussi sont créées, mais ça ne suffit pas parce que chaque année, plus de 3 000 à 4 000 étudiants réussissent au bac. Ils viennent à l'université et ce sont les mêmes amphithéâtres, ça ne change pas. On construit dans d'autres villes, mais Abidjan, par exemple, c'est rempli. Ce n'est pas désengorgé. Il y a plusieurs étudiants qui viennent à l'université Félix Houphouët-Boigny pour étudier, par exemple, le droit. Et 15 000 étudiants, 1 600 étudiants pour un amphithéâtre qui est censé occuper peut-être 300 personnes. Et on nous parle du système de l'entonnoir, c'est-à-dire on vient nombreux,
Mais combien arrivent à rester jusqu'à la fin, voire master, doctorat? Parce que les conditions d'accès à l'éducation sont difficiles. Il y a d'autres qui s'arrêtent pendant les cours, pendant 4 heures. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens pour payer le transport, même pour venir. Les bourses d'études, chaque année, on donne, mais on ne voit pas. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui mettent à mal le système éducatif de notre société. Et nous, en tant que jeunes, c'est difficile de regarder ces réalités-là et de se dire qu'on va réussir avec les études. Vraiment, c'est tellement difficile. Et nous, à la l'INESI, les valeurs qu'on défend, c'est de croire qu'on peut étudier et on peut s'en sortir. Et pour nous, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en adéquation les filières qu'on étudie avec le marché de l'emploi. Très bien. Cela veut dire que les professionnels qui sont actuellement dans le monde professionnel doivent venir dans les universités ou dans les écoles pour proposer des filières d'avenir. Par exemple, aujourd'hui, on a une expansion de l'intelligence artificielle, pouvoir proposer des matières, des filières qui, si on étudie à l'université ou depuis même le primaire, le lycée, demain, avec, comme l'a dit Mademoiselle René, avec une vision claire, on sait que cela est prometteur. On ne peut pas nous demander d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, d'aller jusqu'au doctorat et après nous dire de s'intéresser à l'entrepreneuriat pour dire que si les jeunes veulent réussir, ils doivent s'intéresser à l'entrepreneuriat, ils doivent faire la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis désolée. On ne peut pas demander à un étudiant d'aller jusqu'au doctorat pour venir maintenant entreprendre. Si c'est pour être entrepreneur, je pense que même après le BEPC, on peut se concentrer sur l'entrepreneuriat. Donc, quand on propose des filières précises qui peuvent nous donner plus tard de quoi nous nourrir, de quoi nous loger convenablement. La transition est toute belle pour parler de l'entrepreneuriat. Avec vous, Moussa Nikema Chérif, l'entrepreneuriat, messieurs, mesdames, qui est aujourd'hui présenté depuis quelques années comme la panacée miracle au chômage des jeunes Ivoiriens. Est-ce réellement le cas, Moussa Nikema? Alors, moi, je vais revenir rapidement sur les éléments On y va, qu'on parlait rapidement. sur l'éducation nationale. Tu as donné les chiffres d'une vingtaine de pourcents. Ça montre à quel point elle a tenté, en tout cas elle tente, de travailler sur cette rigueur. La ministre de La l'Éducation ministre de nationale. l'Éducation nationale, bien sûr, elle travaille sur cette rigueur et la courbe est en train de remonter. C'est en train de remonter. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont les mêmes élèves qui montent jusqu'à l'université, jusqu'à les grandes écoles, qui avaient pour objectif seulement d'avoir un diplôme pour travailler dans une administration. Et ils se retrouvent dans l'entrepreneuriat par défaut. Ça, c'est la première des choses. Ils se retrouvent dans l'entrepreneuriat par défaut. J'ai un BTS, ça fait plus d'1 an, 2 ans, 3 ans qu'il est ici en train de chercher un boulot. Je n'ai pas, donc il faut entreprendre. Donc, oui, ça peut marcher, mais il veut dire les rudiments ne sont pas de base. Il n'y a pas la culture Il n'y a pas la entrepreneuriale. culture entrepreneuriale. À l'université ou dans les grandes écoles, on commence à insérer la filière, qu'on fait peut-être une fois dans la semaine, parfois même une fois dans le mois. Donc, au fur et à mesure, la culture entrepreneuriale n'est pas. Le cadre pour favoriser cet entrepreneuriat n'est pas vraiment là. On essaie de créer des champions locaux mais qui ne sont pas totalement valorisés. Quand on en a après, il y a parfois des scandales qui montrent que finalement, pour réussir, il faut d'autres choses. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est non seulement une volonté qui sera, si on réalise, véritablement permet de réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire, mais dans l'effectivité, c'est difficile. Très bien. Parce qu'on a des citoyens formés pour aller s'asseoir dans un bureau. C'est comme par exemple les différents concours de CAFOP, de l'ENA, où on a plus de 500% de personnes qui se lancent pour le concours. Si on a besoin de 3 000 places, on peut entendre qu'il y a 15 000 personnes qui parfois payent de grosses sommes pour aller, des sommes qui peuvent être utilisées pour entreprendre quelque part. Donc en réalité, c'est d'abord un état d'esprit qui n'est pas installé auprès de la jeunesse, qui s'installe lentement, mais qui a besoin de beaucoup d'efforts en matière de culture. Mohamed Fofana, vous estimez que l'entrepreneuriat doit être enseigné depuis l'école primaire pour renforcer sa culture et devenir finalement l'alternative au chômage des jeunes Ivoiriens? Alors, donc, on revient à la même question de départ, à l'efficacité du système éducatif. Alors, pour moi, je ne suis pas très d'accord avec mes co-débatteurs parce qu'il faut quand même situer les responsabilités. Les responsabilités des différents acteurs du monde éducatif. On a déjà l'État, on a les parents et on a les apprenants, les élèves, les étudiants. Si un étudiant décide de faire de la philosophie, c'est ce qui est sa passion, pourquoi est-ce qu'on va l'empêcher? Si un étudiant décide de faire de la médecine, connaissant les tenants et les aboutissants, connaissant la réalité de son pays, pourquoi est-ce que je vais l'en empêcher? Ici, on ne faut pas omettre le fait que l'État propose certaines formations en fonction de ces réalités et ensuite, il y a le choix des différents étudiants. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je suis d'accord pour l'élargissement des palettes de formation et c'est en cela que
il y a plusieurs salons qui sont organisés. Il y a des jeunes Ivoiriens qui organisent très de manière récurrente. Notamment récemment, on a le salon africain de l'entrepreneuriat qui est organisé par M. Amadou Mohamed Fofana, que nous saluons en passage. Ce sont des week-ends qui permettent d'ouvrir l'esprit de la jeunesse sur les nouvelles opportunités. Alors, on ne va pas supprimer la philosophie, parce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent travailler des philosophies. Et lorsqu'on supprimera la philosophie, on viendra dire demain, il n'y a pas de philosophes dans les universités. On viendra dire demain qu'il n'y a pas de psychologues dans les universités. Ouais. On viendra dire encore demain, on parle d'engagement, de débats citoyens. Bon, depuis le primaire, on enseigne l'éducation civique et citoyenne. Donc, ce module-là est enseigné depuis l'école primaire. Mais à la fin, lorsque l'élève rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une responsabilité de ces différents acteurs. Ouais. On parle tout à l'heure, Eric a relevé tout à l'heure, l'UNESCO a dit qu'il n'y a pas certaines infrastructures. Tout à l'heure, elle a relevé qu'ils sont 1500 dans les amphis. La question de l'infrastructure est donc importante. On est bien d'accord que sur ce point-là, la question de l'infrastructure est donc importante, qui n'est pas du ressort des parents, qui n'est pas du ressort des élèves, qui est du ressort de l'État. Une fois que ça c'est réglé, quelles sont notre responsabilité en tant que jeunes? Je suis fier de voir que un élève qui sort du lycée scientifique de Yamoussoukro est aujourd'hui prix d'excellence. Je suis fier que lorsque le lycée Sainte-Marie affiche un taux de réussite de 100%, le lycée classique d'Abidjan affiche un taux de réussite de 97%. Ce sont des éléments. Comment ces élèves-là font-ils, dans des conditions qu'on décrit désastreuses ou encore délétères, comment font-ils pour être aussi performants? Il y a une responsabilité qu'il ne faut pas omettre. Très bien. Alors, donc, pour en revenir à l'entrepreneuriat, excusez-moi d'être un peu plus long, c'est effectivement, ça fait partie des nouvelles ouvertures. Ça fait partie une ouverture, une autre solution face pour juguler le chômage. Alors, cela va nécessiter quoi de la part des États? Que l'État puisse mettre en place des mécanismes pour pouvoir donc ouvrir cet esprit-là au niveau de la jeunesse. Pour dire, attention, à l'époque, on avait des médecins, on avait des juristes, on avait des docteurs, on avait des professeurs. Aujourd'hui, on peut avoir des entrepreneurs, mais cela met du temps de la part des États. À nous, en tant que jeunes, de prendre notre destin en main, de dire, OK, il y a l'entrepreneuriat, comment y faire pour y accéder? Est-ce que tu vois? Donc, j'appelle ici à la responsabilité de la jeunesse. Voilà, pour moi, c'est une solution. L'État doit faire sa part pour enseigner, mais aussi, nous aussi, on doit faire notre part de pouvoir saisir cette opportunité-là. On va revenir à vous, Moussa Nikema Chérif. Niango Serge, vous êtes toujours avec nous depuis Conakry. Après avoir entendu tout ceci de vos co-débatteurs ici à Abidjan, quelles sont vos réactions? Alors, les réactions, déjà, il faut signifier que tout ce qu'on dit de l'école, de l'enseignement, ici, c'est beaucoup plus chez le public. Parce que pour les personnes du privé, on a pu voir à quel point la Côte d'Ivoire était champion de mathématiques, champion d'échecs, et des champions aussi de robotique. Donc, du coup, le problème est plus, on va dire, au niveau du public que du privé, parce que le privé, ces problèmes de démographie dans les classes, ça s'équilibre. Le nombre de professeurs par étudiant aussi s'équilibre. Déjà, ensuite, au niveau de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des peuples ivoiriens sont entrepreneurs. Voilà, il y a même un livre qui était écrit sur le modèle Djoula, qui parle un peu de l'entrepreneuriat comme étant partie intégrante de notre système social. Sauf qu'au niveau de l'État, ce que l'État devrait faire, c'est de faciliter, on va dire, la création d'entreprises. Et je pense qu'à ce niveau-là, avec pas mal de guichets qui ont été mis en place, bon, je pense que ce que je vois, c'est que l'État, en fait, encourage, facilite beaucoup plus l'entrepreneuriat. S'il y a un échec au niveau de l'éducation nationale, il y a une petite réussite au niveau de l'entrepreneuriat. Très bien. Moussa Nikema, réaction? Alors, moi, je vais revenir un peu sur Mohamed Fofana tout à l'heure. Il a parlé de l'infrastructure. Là, je pense qu'on a été presque unanime sur la question de l'infrastructure de manière générale, tant pour les lycées, tant pour les universités. Là où je voudrais revenir, quand il cite par exemple des écoles comme Sainte-Marie, qui ont de très bons taux, et on est d'accord, vous allez aller dans certaines communes où c'est difficile d'avoir un professeur de mathématiques assidu, où parfois on n'en a que 2 professeurs de maths dans l'école. Dans tout l'établissement, il y a 2 ou 3 professeurs de mathématiques. Dans tout l'établissement, il y a peut-être un seul professeur de philosophie. Ça, par exemple, ça remet en question
la part de l'État. C'est là qu'on dit. Donc on a besoin de philosophes. Non, hein. je reviens. Et je ne pense même pas qu'elle ait dit qu'il faut supprimer. On dit, par Justement, exemple, moi j'ai juste la passion après. de faire la philosophie. Je suis arrivé à l'université, je fais de la philosophie. Je deviens quoi à pas être professeur de philosophie dans un lycée? C'est là la grande question. Je fais la psychologie. Je suis arrivé à l'université. J'ai la licence ou le master. J'ai le diplôme. Je fais quoi à pas être professeur ou enseignant de psychologie dans une grande école, dans une université, à part ce côté-là. C'est cela qu'on parle, en fait, quand on parle d'adéquation formation, qui a une palette de possibilités pour celui qui a, exemple, d'étudier en criminologie. Parfois, mon enseignement, il fait quoi là-bas? Ce n'est pas pour stigmatiser. Nous, on a beaucoup d'amis en criminologie. Le souris, il est bon. Parce qu'au final, il devient quoi en tant que criminologie? Au début, on se disait qu'ils devenaient des inspecteurs ou encore des enquêteurs. Mais après, on fait un concours de police pour aller devenir enquêteur. Donc, je veux dire que c'est cette adéquation qui manque. Sinon, ce n'est pas de supprimer, même si certains peut-être doivent supprimer, ce n'est pas de cela qu'on parle. C'est de permettre à ce que celui qui fait ce cursus, parce que c'est d'abord par passion. Sinon, je vois mal un étudiant aller faire de la philosophie, ce n'est pas par passion. Ouais. C'est de la passion, sauf qu'après, il devient quoi? Et pour revenir sur l'entrepreneuriat, effectivement, l'État fait sa part, nous, on fait notre part. Et moi, je suis bien sur la question pour dire oui, on doit enseigner l'entrepreneuriat dès le bas âge. Bien vrai qu'on est un peuple de culture et qui a la culture entrepreneuriale, mais sur le terrain et la manière dont ça se modernise, ici, l'État intervient forcément. Nos parents et autres ne paient pas, par exemple, forcément des taxes. Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est tout un cheminement qui n'est pas toujours aisé. Et il y a des entreprises qui se créent après la survie devient difficile. D'ailleurs, les chiffres sont clairs là-dessus. Hein. Voilà. 80% des jeunes entreprises ivoiriennes disparaissent avant 5 ans d'existence. Totalement. Très bien. Donc, il faut un souci d'encadrement de manière générale. Si une entrepreneur en vend nos mères au marché, ça fait des années qu'elles vendent et elles s'occupent bien de nous. Mais cependant, quand on donne la On est possibilité... encore dans le secteur informel. Voilà, donc on on veut sortir de là pour professionnaliser. En ce Très moment-là, bien. l'État revient avec un certain suivi permettant la survie de l'entreprise au-delà de 5 ans. Très bien, c'est bien entendu. On va essayer d'avancer, mais je permets à René Oui, Armstrong, qui rapidement. depuis un moment réclame la parole. Bien sûr. Allez-y. Déjà, j'aimerais préciser que lors de mon intervention, j'ai parlé des débouchés. Ouais. Et j'ai même évoqué le fait que les philosophes, justement, pourraient être utiles, ainsi que les psychologues, par rapport à la gestion de certaines questions, même au niveau du développement de l'éducation. Donc l'idée, ce n'était pas la suppression. C'était de voir qu'est-ce qu'ils deviennent après et comment est-ce qu'on améliore leurs conditions. Pour revenir sur la question des 1500 étudiants en faculté de droit, ayant été délégué, je peux vous expliquer le problème, très simplement. Justement, ces filières dont je parlais séduisent de moins en moins. Elles n'ont quasiment pas de débouchés. Beaucoup de parents, faute de moyens, ne pourront pas ou ne peuvent pas payer une école privée. Donc, on te dit, tu iras à l'université. Ouais. Mais tu regardes les différentes filières. Où est-ce que je peux m'en sortir? Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Parmi nous, beaucoup ont fini juriste. Moi, j'avais une autre passion, donc j'ai fait de la communication. Parce que j'ai eu le choix, j'ai eu des options, j'ai eu des gens pour moi. La plupart des gens n'ont pas ces options, n'ont pas ce choix, n'ont pas ces soutiens. Vous savez combien de fois c'est compliqué d'aller jusqu'au bout. Les livres de droit, ceux qui ont fait du droit, surtout privé, les textes OHADA, on sait combien ça coûte ces livres-là. Donc, vous avez plein de personnes qui arrivent dans les facultés de droit parce que, justement, ils ne veulent pas faire philosophie. Pas qu'ils ont un problème avec, mais ils se demandent après, même si c'est compliqué, où est-ce que j'irai? Il y a des facultés d'anglais, mais aujourd'hui, il y a le TOEFL, il y a le TOEIC, il y a tellement de moyens de ne pas faire 4-5 ans d'anglais pour être bilingue, que la plupart, ils sont assis en fac de droit et en fac de sciences économiques. C'est pour ça que ces facultés-là, généralement, enregistrent un fort taux d'inscription dès la rentrée. Donc, il y avait ce point-là que je voulais souligner, avant de repartir, évidemment, sur la question que M. Nikiema avait évoquée par rapport aux gens qui vont faire les concours pour entrer dans la fonction publique. Alors, comprenons que sur les anciennes campagnes nationales, on a vraiment fait la part belle à l'administration ivoirienne. Moi, je me rappelle mon oncle, il me disait « Ne va pas au privé, il n'y a pas la sécurité là-bas. Il faut passer un concours. Là-bas, au moins, tu es tranquille. » Quand pendant près de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a dit aux gens que la tranquillité à la fonction publique, vous comprenez que c'est un peu compliqué qu'en 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils puissent embrasser l'entrepreneuriat, peu importe les différentes, on va dire, manœuvres qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, on a ce point-là. Aujourd'hui, qu'on dise la vérité, les gens choisissent la sécurité à l'excellence. Parce qu'il faut pousser, il faut des efforts, il faut des moyens physiques, psychologiques, émotionnels, matériels, que beaucoup de gens n'ont pas. Très bien. Donc, je voulais quand même rebondir sur ces deux points-là pour que, voilà. Monsieur, on va continuer la discussion, mais avant, juste une petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants.
De retour sur le plateau du débat citoyen avec toujours à mes côtés 6 belles figures de la jeunesse ivoirienne, dont une en visio depuis Conakry en République de Guinée. Messieurs, tout à l'heure, on a posé un diagnostic concret de l'éducation et même du secteur de l'entrepreneuriat, mais aussi de façon plus générale du chômage des jeunes. Et ce qu'on a peut-être omis de toucher du doigt, c'est la responsabilité de la jeunesse ivoirienne elle-même. Aujourd'hui, il existe une agence emploi jeune, il existe une foire nationale de l'emploi et du recrutement qui s'est déroulée, organisée par le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse, qui s'est déroulée donc en mars dernier. Est-ce que les jeunes, Éric Dohou, vont à la recherche de l'information? Je pense qu'on prend le problème du mauvais bout. On se demande, est-ce que les jeunes vont à l'information? Est-ce que les jeunes savent comment aller à l'information? Mais les jeunes, ils ne viennent pas de nulle part. Ils doivent être formés à ça. Ils doivent être formés à comprendre comment fonctionnent les choses. Je vais vous donner mon expérience personnelle. Jusqu'à ce que j'arrive en licence, je ne savais absolument pas utiliser Excel. J'ai passé 2 ans de formation en Europe. C'était la base de ce qu'un étudiant devrait savoir. Et quand je rentre en Côte d'Ivoire plus tard, Excel m'ouvre très facilement les portes de mon premier emploi parce que c'est une compétence qui manque sur le marché de l'emploi, alors que c'est censé être une compétence de base de n'importe quel étudiant qui sort de l'université. Donc c'est pour vous montrer en fait que nos étudiants, nos jeunes sont très mal formés. Et un problème pour le résoudre, il faut d'abord le reconnaître. Et s'ils sont mal formés, bien évidemment, ils n'ont pas les réflexes d'aller vers l'information, d'être autonomes. Et toutes ces choses-là qui manquent et qu'on est censé leur apprendre via l'éducation, bah forcément, ça crée un Où est-ce que vous avez appris à utiliser Excel? À l'école. Très bien. À l'école. Très bien. René Armstrong? Alors, en ce qui est de l'information, moi, je prendrais d'abord le côté de l'orientation. Pour nous tous qui avons fait je sais pas, au privé, je ne sais pas trop, mais au public, dans les lycées, il y avait des conseillers et des conseillères d'orientation. Je pense que déjà, c'est à ce niveau-là qu'on pêche un peu. Parce que j'ai eu plusieurs échanges, j'ai observé également, c'est que si les jeunes, depuis, on va dire, le collège et le lycée en termes d'orientation, ont une certaine visibilité de comment aboutir sur le monde du travail, la question de chercher l'information va pas forcément se poser. Parce que quand depuis, on va dire, le lycée, le collège, tu as une idée des processus, des différents, on va dire, organes autour, à l'âge adulte, quand tu es au moment, justement, d'entrer dans la vie active, l'information, tu sais où la trouver. Ça, c'est déjà un point intéressant. Après, je sais qu'il y a des écoles. Mon lycée, par exemple, on allait sur des forums d'orientation. C'était même les premiers à l'époque qui se tenaient à Cocody. Donc, il y avait le quart de l'école qui nous amenait là-bas pour aller voir un peu les écoles, les lycées, les débouchés. Donc, il y a déjà ce point-là, c'est de l'orientation. Et je pense que des fois, on regarde beaucoup le côté urbain en termes de jeunesse. La plupart des Ivoiriens ne vivent pas à Abidjan. Ils vivent à l'intérieur, dans des endroits, des espaces où l'accès au secteur tertiaire en griffe n'est pas le même que pour nous autres les Abidjanais. Il y a certaines industries, certains débouchés qui n'existent pas forcément dans d'autres villes en Côte d'Ivoire. La décentralisation, elle est en marche depuis des années. On est d'accord, il y a beaucoup plus de mouvements. La CAN, d'ailleurs, a aidé avec les villes hautes à étendre plusieurs secteurs d'activité à l'intérieur. Mais pour l'instant, on va dire que c'est insuffisant. Le deuxième axe de cette question d'aller à l'information, c'est où trouver l'information. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a parfois un défaut de communication. Vous pensez vraiment? Je pense parce qu'il y a plusieurs offres, il y a plusieurs événements qui pourraient toucher, je pense, plus de monde, plus de jeunes, n'est-ce pas? Mais beaucoup y passent à côté. Et on le remarque souvent même dans des capsules télévisées, où on leur pose des questions sur l'agence emploi jeune, sur le forum de l'emploi, ce genre d'opportunités-là. Et la plupart ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de communication. Très bien. Je dis juste que comment est-ce qu'on présente la chose, comment est-ce qu'on touche les jeunes, où est-ce qu'ils trouvent cette information en la cherchant. Déjà, c'est important. Le type de débouché également qu'offre ce genre d'opportunité, c'est important, sachant que tout le monde, encore une fois, depuis on parle beaucoup d'éducation, mais tout le monde n'ira pas forcément à l'université, tout le monde ne veut pas forcément avoir certaines compétences, donc pas forcément la licence, le BTS, le DUG, c'est autre chose. Donc moi je me dis, en fonction des jeunes, en fonction des zones, il y a une façon d'actionner le débat. Très bien. Alors, Mohamed Fofana, à maintes reprises, j'ai moi-même vérifié sur les réseaux sociaux de l'agence Emploi Jeunes qui a aujourd'hui la charge de trouver donc du boulot en partenariat avec les entreprises publiques comme privées
à la jeunesse ivoirienne. Il y a des offres qui sont postées régulièrement sur les réseaux sociaux de cette agence-là. Et dans certains commentaires, tu vois encore des jeunes Ivoiriens dire il faut avoir bras long pour avoir ces postes-là. Non, c'est déjà vendu d'avance. Finalement, quel est le problème de cette jeunesse-là? C'est la question que nous avons abordée tout à l'heure avant la pub. Alors, moi, je pose toujours le postulat de la non-victimisation et de la responsabilité. Parce que si on veut une Côte d'Ivoire nouvelle, si on veut une nouvelle manière de voir les choses, il faut d'abord que nous soyons responsables. L'Agence emploi jeune existe depuis 2015 par un décret. Donc, une ordonnance l'a créée, le décret d'application a fixé ses modalités. Elle a mis en place un certain nombre d'actions et d'organismes afin de faciliter l'environnement éducatif et l'insertion professionnelle de jeunes. Créé, je ne t'arrête pas, mais créé juste avant la présidentielle de 2015. Je dis ça et je ne dis rien. Voilà. D'accord. En tout état de cause, l'agence a été créée depuis 10 ans aujourd'hui. Elle a mis en place le projet TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Elle a mis en place des actions relatives aux activités génératrices de revenus. Elle a mis en place des modalités pour pouvoir faciliter l'apprentissage, etc., etc. Moi, jeune, qui est dans une situation à la recherche d'un emploi, la moindre des choses que je fais, à la limite, c'est chaque jour venir voir l'agence emploi jeune. Moi, jeune entrepreneur qui commence donc ma petite activité, je vais voir l'agence emploi jeune pour voir dans quelle mesure cette agence-là peut m'accompagner. Est-ce que vous savez que l'agence emploi jeune peut vous aider dans le paiement des salaires de vos salariés? Tout simplement, il ne faudrait pas se départir de notre responsabilité d'aller à l'information. Aujourd'hui, dans la plupart des universités, certaines privées comme publiques, on a des modules de formation informatique. Mais à la vérité, qui s'adonne donc à cette matière-là? On va sur l'ordinateur, on va apprendre Word, on va apprendre Excel, on va apprendre PowerPoint. Dans toutes les universités, et c'est depuis les années 2000, dans toutes les grandes écoles, il y a le module informatique. Monsieur Alassane, dites-moi, lorsque vous étiez étudiant, est-ce que vous avez donné de la considération à cette matière? Lorsque vous arrivez dans le monde de l'emploi, vous êtes surpris... C'est moi qui pose les questions, malheureusement. Toutes mes excuses. Alors, donc vous êtes surpris de constater qu'effectivement, l'informatique joue un rôle essentiel, alors qu'on l'a longtemps négligé. C'est cela. On a souffert aujourd'hui de cela. Pour revenir à la question du parrainage, éventuellement, ce sont des données naturelles, ce sont des données qui existent. Mais à côté de cela, je ne sais pas si vous êtes parenté au directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne pour avoir ce poste. On a vu votre parcours, vous êtes parti du lycée de Treichville, du lycée moderne de Treichville, vous avez fait l'école de l'ISTC, vous avez postulé devant tout le monde, vous avez réussi votre premier emploi à la radio-télévision ivoirienne. On a vu votre parcours, aujourd'hui vous êtes arrivé là. Qui est-ce que vous connaissez, M. Alassane Rabo? Il faut éviter la victimisation. Ceux qui connaissent, on leur circuit, on ne va pas en vouloir à quelqu'un qui a fait son entreprise de mettre son frère ou son cousin, fût-il compétent ou pas. On ne va pas l'en vouloir. C'est un choix, c'est naturel. Mais, en tant que jeune, je me dois de me donner tous les moyens que je peux en fonction de mes capacités pour pouvoir atteindre mon objectif. Très bien. C'est ce que nous devons, et je pense que c'est cette mentalité-là que nous devons insuffler à cette jeunesse-là. Évitons de tout mettre sur l'État. L'État n'a pas fait ci, c'est vrai. Vous savez, les droits relatifs à l'éducation, à la culture, ce sont des droits qui appartiennent à la deuxième génération des droits. Donc, notamment au regard du pacte relatif aux droits culturels, sociaux et culturels. Donc, l'applicabilité de ces droits-là nécessite de la part des États une obligation de moyens. Et ce sont des droits d'application programmatique en fonction des ressources disponibles. L'État fait ce qu'il peut. L'État fait ses efforts. Nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Très bien. Les stades sont remplis pour les concerts, excusez-moi, mais est-ce que les rencontres, les panels sur l'entrepreneuriat, est-ce que tous ces organismes-là, toutes ces entités qui organisent des activités sur l'entrepreneuriat, sur la formation des jeunes, reçoivent-ils la même affluence de jeunes? Question que je pose automatiquement à la LINESI qui œuvre pour une nouvelle espérance dans le pays. Non, mais pour faire plus sérieusement, Bernadette Nguessan, c'est vrai que la question se pose de l'intérêt que les jeunes ivoiriens, puisqu'on parle de leur avenir, accordent de plus en plus à la distraction
au détriment de ce qui est utile, quoique, bien entendu, nous sommes d'accord qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Alors, chez nous, à la LNSI, notre concept favori, c'est le concept de l'ivoirien nouveau. L'ivoirien nouveau dans toutes les couches, dans tous les domaines d'activité. C'est-à-dire que c'est dans ce sens que je vais, dans le même sens que M. Mohamed Fofana, quand il dit qu'on doit appeler à la responsabilité des jeunes. C'est vrai qu'on constate qu'il y a des difficultés. Le gouvernement fait sa part, mais nous, en tant que jeunes, devons nous aussi prendre nos responsabilités. Nous avons appris l'abidjanaise lorsque nous étions sur les bancs de l'école, mais à l'INESI, on nous a enseigné notre manière de comprendre l'abidjanaise. Et un des vers de l'abidjanaise dit « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Nous appelle afin que nous puissions prendre nos responsabilités. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Aucune personne qui est à la tête aujourd'hui d'une institution ou qui a une grande entreprise n'a eu un chemin facile. Les difficultés, ça existe. Mais il ne faudrait pas rester dans cette bulle de victimisation pour dire qu'on ne m'a pas donné, on ne m'a pas tendu la main, donc je ne fais pas. Mais tu fais du mal à qui quand tu réfléchis ainsi? C'est à toi, jeune, que tu fais du mal. Donc c'est à toi de te battre pour sortir du cocon de la pauvreté dans laquelle on est. Aujourd'hui, malgré tout ce que le gouvernement a fait pour faciliter l'insertion des jeunes, on assiste quand même à une très grande pauvreté de la jeunesse. Mais pourquoi? Mais parce que la jeunesse aujourd'hui reste dans ce système de victimisation. Ils n'ont pas fait pour moi, on ne m'a pas tendu la main, on ne m'a pas pistonné, on ne m'a pas parrainé. Ici, c'est pour appeler à la responsabilité des jeunes. L'éducation est ce qu'elle est. Le système est ce qu'il est. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous avons accès à l'information. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Nous passons du temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est à nous d'aller à la rencontre de l'information. Notre président de la LINESI, le professeur Dion, que je salue au passage, nous dit « Quand on n'est pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi. » En tant que jeunes, nous sommes humains, nous sommes ivoiriens et notre pays regorge de nombreuses richesses. On ne peut pas faire n'importe quoi en banalisant cet héritage que nos pères ont travaillé dur pour nous léguer. On doit se battre, nous aussi, pour apporter notre part à cette pierre angulaire, à cette bâtisse, pour nous aussi léguer un héritage quand même qui vaut de l'or à la génération qui vient après nous. Donc, c'est pour appeler à la responsabilité des jeunes. On doit se lever en tant que jeunes. Si on dit qu'on n'est pas assez représenté dans les institutions, mais qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse vous prendre dans les institutions? Un jeune, par exemple, qui est fâché, qui s'en va brûler des bus, qui manifeste son mécontentement en défiant les valeurs de la République, en défiant notre devise, l'union, la discipline et le travail. Des jeunes qui sont indisciplinés, qui se mettent sur les réseaux sociaux pour avoir des propos injurieux. Un tel jeune, on ne peut pas lui confier une institution. Et même si on dit qu'aujourd'hui, le pouvoir en place ou les institutions telles qu'on le voit, ce sont des papas en griffe qui sont là-bas, et que nous, jeunes, on veut être à la tête de ces institutions, on doit prouver que nous aussi, on est intelligents, nous aussi, on s'exprime, nous aussi, on ose venir sur des plateaux comme celui-ci, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir favorisé, pour pouvoir exprimer ce dont nous avons besoin. Qui de mieux que nous-mêmes pour montrer nos besoins, pour dire ce dont nous avons besoin? C'est à nous de venir au devant de la scène pour parler intelligemment, pour avoir des débats respectueux, pour faire montre de notre intelligence, pour qu'on puisse nous confier des postes de responsabilité, pour qu'on puisse nous donner le poste qu'on mérite. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. Nous ne sommes pas l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre héritage. Donc nous devons nous battre pour pérenniser l'héritage qu'on nous a laissé, tout en prônant les valeurs de la République, l'union, la discipline et le travail. Moussa, vous êtes d'accord avec Bernadette que finalement, avoir un boulot, sortir du chômage, ce n'est pas qu'avoir des compétences. Cela doit s'accompagner de certaines valeurs. Elle a parlé de rigueur, de discipline, de prise d'initiative, pour revenir, bien entendu, à ce dont je parlais tout à l'heure, qui est la recherche de l'information. Je l'avais dit tantôt quand on parlait d'éducation, j'avais parlé de rigueur. Effectivement, aujourd'hui, mon métier, journaliste, me permet de rencontrer énormément de jeunes. Et on a fait plusieurs reportages. On allait sur le terrain dans le cadre de ces différents éléments, notamment l'Agence d'emploi jeune. Mais au-delà de l'Agence d'emploi jeune, il y a également l'AGEFOP qui travaille également à former des jeunes, à leur permettre d'avoir des compétences professionnelles pour une meilleure insertion. Le constat, il est assez amer. Énormément de jeunes n'ont pas de numéro matricule de l'Agence d'emploi jeune. Et pourtant, ils n'ont pas de boulot, mais ils n'ont pas de matricule. Parce qu'effectivement, il y a un stéréotype qui est installé, ça ne va pas servir à grand chose. Je vais avoir ça, mais au final, si je ne connais personne, si je ne suis personne, je ne peux pas avoir du boulot. C'est pour ça que la foire, effectivement, qui a eu lieu en mars, pour permettre à ceux qu'on puisse s'insérer le maximum, leur donner les rudiments nécessaires, en tout cas, pour les rendre plus employables. Vous faites le chantre du ministre Mamadou Touré. Pas du tout. Ouais, je vais revenir parce que j'ai aussi une critique à ce niveau. Mais
ça n'a pas marché parce que beaucoup de jeunes n'y ont pas cru, non pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité, mais déjà à l'esprit, c'est que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'éducation, on nous forme à quoi? À aller à la fonction publique, tout d'abord. C'est pour ça que quand il y a des concours, on a des milliers de personnes qui vont s'inscrire pour des concours où les places sont très restreintes. Parce qu'on se dit que là-bas, il y a de la sécurité. Au privé, c'est pas sûr. À tout moment, on peut nous renvoyer. Et comme on veut avoir une vie sans difficulté, on préfère aller au public, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que sur le terrain, certaines filières sont vues de mauvaise manière. Et là, je vais venir sur les responsabilités. Premièrement, les jeunes eux-mêmes. On voit très mal quelqu'un qui travaille comme ferronnier, comme maçon, comme un artisan. On le voit, lui, c'est un petit travailleur. Contrairement à celui qui, par exemple, a porté un costume, assis dans un bureau climatisé, peu importe le salaire, hein, souvent même, c'est très dérisoire, contrairement à celui qui est dehors. Voici des éléments qui font que certains jeunes ne se lancent pas. Je suis moi-même allé également... un complexe de supériorité, d'infériorité. Tu parlais d'aller sur la page de l'agence Emploi Jeunes. Ils postent régulièrement des emplois. Très souvent, je vois que c'est des emplois dans quel terme dans ce qui est considéré comme bas de gamme. Bas de gamme. En fait, je ne voulais pas dire le mot, mais effectivement, dans ce qui est considéré comme bas de gamme. Par la jeunesse ivoirienne. Par la jeunesse, bien sûr. On recherche un ferronnier. Oui. On recherche un artisan de tel domaine. De tel domaine. Pour nous, on trouve ça dévalorisant. Je ne me vois pas, moi, après avoir eu un baccalauréat, un BTS, une licence, aller faire tel ou tel boulot. Très souvent, on s'assoit et on attend la proclamation ou encore le lancement des différents concours. Très bien. Deuxième élément, c'est au niveau de l'État. On va revenir forcément à là, parce qu'avant toute chose, c'est l'éducation qu'on donne aux gens. On les forme à quoi? La vision. Où est-ce qu'on va? Depuis l'école primaire, pourquoi est-ce qu'on vous forme? Est-ce seulement pour occuper un poste, pour donner de la richesse à un pays, ou de servir au mieux, donner de la valeur à quelque chose? Je pense que c'est cette valeur qui manque. On a l'habitude de dire que non, en Europe, l'enfant tout petit, on l'apprend à faire ceci, on l'apprend à faire cela. Non, c'est l'école technique, en griffe européenne, qui est là. Chez nous, quand on envoie quelqu'un à l'école technique, il pense qu'il n'a pas réussi sa vie. Très bien. Tout simplement. Donc, voilà des éléments qui, pour ma part, font qu'on ne réussit pas ces genres de colloques. Très bien. René Armstrong. Oui, je voulais revenir sur quelques petits points de Nikema et De Bernadette. Bernadette. En fait, il y a un point sur lequel les deux ont totalement raison, c'est un peu la responsabilité. Comment est-ce que le sens des responsabilités, il est inculqué? Et je pense qu'il y a une question culturelle à mettre en avant. C'est que jusqu'à un âge très avancé, on n'est pas considéré comme des jeunes, mais comme des enfants. Donc, des gens qui se considèrent comme des enfants, s'attendent à ce qu'on s'occupe d'eux. Donc déjà, il y a ce point-là qu'il faut soulever. Pour qu'on se comprenne bien, c'est la société, les parents qui considèrent le jeune toujours comme un enfant, ou c'est lui-même qui se considère encore à certains âges comme un enfant? Pour moi, ce sont les deux. Très bien. Pour moi, ce sont les deux. Parce que quand bien même qu'on te voit d'une certaine manière, il y a comment est-ce que tu acceptes la vision qu'on a de toi et comment est-ce que tu la présentes, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est ce point-là qui biaise un peu au niveau de la responsabilité. C'est qu'il y a cette vision-là. Aujourd'hui, on a des gens qui ont 70 ans qui te disent que, bon, nous les jeunes... C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit peut-être, mais bon, ils se considèrent comme jeunes. Tu as des gens qui ont 28, 29 ans, souvent à la trentaine, qui ont l'impression qu'ils ont à peine 15-16 ans. Donc, on va avoir un déséquilibre. C'est cela. Donc, quant à prendre son avenir en main et sa vie en termes d'emploi, on va dire de débouchés professionnels, il y a vraiment la question de la responsabilité, donc la question de se poser de la vision. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Un travail, généralement, c'est pour vivre de façon indépendante et payer des charges. Donc, il y a cette vision d'ensemble-là qui souvent manque, parce qu'un adulte, c'est ce qu'il fait. Il gagne de l'argent qu'il investit sur lui et sur la communauté, par les dépenses et autres. C'est comme ça qu'un État même il fonctionne. Par le fait que plusieurs adultes prennent leur vie en main et donc injectent dans l'économie, que ce soit en étant entrepreneur, en étant employé, en étant consommateur en fait. Donc il y a ce point de vue de la responsabilité. Comment est-ce qu'on inculque cette notion de responsabilité pour ceux qui n'ont pas naturellement? Parce que disons-nous une vérité, certaines qualités sont innées, alors que pour d'autres personnes, il faut les leur apprendre. Très bien. Et je pense que la responsabilité, c'est un des points qui est très important. Concernant le point des modules informatiques que M. Fofana a soulevé, il faut comprendre, comme je dis souvent, qu'il y a différentes sphères, n'est-ce pas? Où j'ai fait mon primaire, par exemple, c'est un privé. Les cours d'informatique, ils étaient au programme. Donc, que tu sois intéressé ou pas, tu allais aller à la salle d'informatique. Quand j'arrive au lycée, je suis dans un public.
Il y a également des cours d'informatique. Il n'y a pas assez de matériel pour tout le monde, mais on est tenu d'y aller. Si tu as des cours d'informatique, tu vas aller faire ces cours-là. Il y a des gens qui avaient la chance, comme nous autres, d'avoir des parents qui pouvaient avoir des ordinateurs à la maison. Donc très tôt, par exemple, mon compte Facebook, il a plus d'une quinzaine d'années. Donc très tôt, on avait Internet à la maison, on avait tout. Mais il n'y a pas forcément une sorte de désintérêt. Comme je dis, un problème de visibilité. Ce n'est pas forcément la faute de l'État. Parce qu'il faut que chacun prenne la responsabilité de sa vie et de la vision qu'il veut avoir. Mais si tu n'as pas une certaine visibilité, tu ne peux pas imaginer que le fait de savoir allumer un ordinateur, utiliser Excel ou Word, peut changer ta vie. Donc pour moi, il y a ce point-là. Oui, sachant que selon les chiffres de M. Eric, c'est l'UNESCO, n'est-ce pas? Avec moins de 1%, ouais, des établissements sur le territoire qui ont justement ces salles informatiques-là. Donc on a également cette réalité-là. Très bien. Merci beaucoup, René Armstrong. Éric Dohou, oui, je voulais revenir réaction. Sur quelques points, pardon. Très bien. Sur plusieurs points. Le premier, j'embraye en même temps sur ce qu'a dit René tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire et qui apportent, qui justement cherchent à embaucher des jeunes. Si vous remarquez, ils créent automatiquement une sorte de petite académie pour reformer les jeunes avec qu'ils soient employables. Parce qu'en réalité, parfois, les jeunes Ivoiriens arrivent en entreprise, mais il leur manque le basique. La ponctualité, le respect, le savoir parler, même simplement écrire une phrase sans faire une faute. C'est la base de la base. Donc, quand vous voyez une entreprise qui vient de France ou d'Italie ou de Turquie, où les enfants ont la base, où les étudiants ont la base de la base, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire et qu'ils se rendent compte que attends, les gens ne sont pas employables. J'ai du boulot à leur proposer, mais ils ne sont pas employables. Un chef d'entreprise qui met ses offres d'emploi sur emploi jeune, il n'est pas venu faire de la charité. Il veut quelqu'un de compétent. Donc, s'il reçoit 100 ou 200 CV, mais que parmi tout cela, il y a des gens qui ne sont pas compétents ou en tout cas qui n'ont pas la base, il ne peut pas les employer. Donc, je veux juste faire ce point-là. Deuxième chose, sur la responsabilité de l'État, c'est très grave. Oui, les jeunes, c'est leur vie et tout ça. Mais n'oublions pas que qu'il y a un État en Côte d'Ivoire. Cet État reçoit de l'argent. Cet argent, ce n'est pas son argent, c'est notre argent à nous qu'on lui remet pour faire un travail. Donc, quand j'entends que l'État a obligation de moyens, moi, personnellement, ça me choque. Et je trouve que c'est aussi la base, justement, du retard de nos pays africains. C'est parce qu'on se dit, bon, voilà, plusieurs centaines de milliards qu'on peut compter comme le budget des ministères qui sont en charge de la jeunesse ou de l'emploi. Bon, on les utilise, à la fin de l'année, on fait un point. Si ça a permis d'aider, tant mieux. C'est obligation de moyens. Non, il faudrait qu'on arrive justement à une gouvernance par obligation de résultats. En début d'année, vous dites ce que vous allez faire, vous dites où vous allez arriver, vous dites avec combien ça va le faire, et si vous n'y arrivez pas, vous donnez la place à quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on devrait faire. Et si on fait ça, que ce soit dans nos écoles primaires publiques, que ce soit dans nos universités, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, hein, vous prenez des écoles primaires ou des universités, souvent elles sont dirigées, managées par des professeurs, des gens qui sont enseignants. Ce n'est pas leur rôle de manager. Il faut des managers. Et je vous assure qu'aujourd'hui, un des plus gros scandales dans le secteur éducation-formation, c'est l'université. C'est très, 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 très mal géré. Et les gens ne s'en sortent pas. Et certains sont obligés d'aller finir leurs études en Europe ou ailleurs pour justement avoir quelque chose de suffisamment solide. Deuxième chose que je voulais dire, par rapport au public. Par rapport au public, il y a une facilité, forcément. Parce que dans le privé, c'est la rigueur. Quelqu'un qui paye un salaire à la fin du mois, quand il est dans le privé, lui, il veut du résultat. Mais au public, il n'y a pas de KPI. Donc, on ne demande pas aux gens ce qu'ils ont fait de la journée. Parfois, mais ils ne sont même pas là. Moi, j'ai vu un communiqué tout à fait dernièrement qui était à la fois cocasse, mais en même temps qui est humiliant pour tous les Ivoiriens. C'est un ministère qui recherche son employé et qui lui dit, bon, ça fait un mois qu'on ne t'a pas vu, il faut que tu reviennes. C'est grave. C'est grave. Je suis désolé de le dire. Donc, on ne peut pas balayer du revers de la main la responsabilité de l'État. Ils ont les moyens. Et je vais faire un point sur la standardisation de l'école. Parce que justement, si on prend les problèmes de façon individuelle, on n'arrive pas à les régler parce que c'est un problème holistique. L'école n'est pas standardisée. On ne peut pas brandir les chiffres intéressants de l'école Sainte-Anne-Marie à Cocody ou du lycée d'excellence de Yamoussoukro, alors qu'il y a d'autres lycées. Le lycée de Koupéla, EPP Samatigila, tout ça, ça compte aussi. Donc, on ne peut pas prendre les exceptions qui fonctionnent pour dire, bon, tout va bien. Non, ça ne va pas. Il faut une standardisation de l'école et la standardisation décide qu'aujourd'hui, en 2025, un élève qui sort de notre cursus, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, il y a une base qu'il doit avoir. S'il n'a pas cette base, sur la base des KPI qu'on va évaluer, s'il n'a pas cette base, le responsable de cet échec doit en payer le prix. Très bien, merci beaucoup, Éric Dohou. Mesdames, messieurs, je vous propose d'évoluer dans le fond donc, du débat. Un peuple, une génération qui n'a pas de culture est une génération qui n'a finalement pas d'âme. Et aujourd'hui, on est tenté de s'interroger sur l'appropriation de la culture
africaine par notre génération, par la jeunesse ivoirienne. Serge Alain Niango est toujours avec nous en duplex depuis Conakry, en République de Guinée. C'est le symbole aussi de cette jeunesse ivoirienne qui sort, cette jeunesse ivoirienne qui bouge et qui est sollicitée. Serge, votre intervention sera d'autant plus pertinente que vous êtes le fondateur d'Ivoire Black History Month. Vous êtes activiste culturel à côté donc de ces différentes activités-là. Quel est concrètement l'état des lieux du rapport entre jeunesse ivoirienne et culture aujourd'hui? Alors, intéressant. Donc, moi, je milite pour le patrimoine culturel ivoirien, pour l'apprentissage de ce patrimoine-là et l'intégration de nos cultures dans les écoles, parce qu'on se rend compte que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a été colonisé par la France. Et là, on fêtera notre 65e anniversaire dans pas longtemps, mais la colonisation a duré près de 67 ans. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que la colonisation, aujourd'hui, on a une éducation qui contre cette colonisation, puisqu'on nous a appris depuis très longtemps que notre culture est une sous-culture. Et finalement, on a eu, dès l'indépendance des Ivoiriens, qui ont voulu s'arrimer à la culture occidentale. Donc, du coup, ça crée une population qui est quasiment déconnectée de sa culture. La plupart des jeunes d'habitants ne parlent pas leur langue, on ne va plus au village, on ne comprend plus la culture comme un levier. Et c'est très important pour nous de créer Black History Month Côte d'Ivoire pour chaque mois de février pendant toute une année, parler un peu de culture à cette jeunesse ivoirienne, parce qu'on a l'impression que finalement, on est un ensemble d'individus, on est très individualisé et on n'a pas en fait un bastion commun. Et l'idée, c'est vraiment de mettre la culture au cœur de notre société pour ne pas être des individus distincts, mais pour former ce qu'on appelle en fait la nation. 84%, Bernadette Nguessan, des jeunes Ivoiriens ne parlent pas leur langue vernaculaire, la langue maternelle. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, il faut dire que, en ce qui concerne la langue maternelle, ou comme vous l'avez dit, la responsabilité de cela incombe aux parents. Parce que, par exemple, un parent qui vit à Abidjan et qui, pour des raisons culturelles ou ancestrales, refuse d'aller au village pour apprendre la langue à son enfant, ou refuse de permettre à son enfant d'apprendre la langue sous prétexte que si j'emmène mon enfant au village, telle chose va se passer, eh bien cet enfant-là, en grandissant, bien évidemment, il ne saura pas parler sa langue maternelle. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé d'envoyer les enfants au village oui, avant de leur apprendre à parler la langue maternelle? Pas forcément, on peut apprendre d'ici, mais là-bas, le cadre est beaucoup plus idéal pour apprendre. Moi, je parle ma langue maternelle. Quelle est votre langue maternelle? Je suis baoulé. Très bien, Nyamnyara Osu. Je parle ma langue maternelle parce que j'ai eu une base. Et cette base-là, sans me vanter, a fait qu'aujourd'hui, dans mon évolution, j'évolue avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité parce que j'ai eu une acquaintance avec ma culture. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, de plus en plus, ne parlent plus leur langue maternelle. Mais dans un monde où on parle de globalisation, de mondialisation, je trouve quand même que la jeunesse africaine arrive quand même à sortir l'épingle du jeu niveau culture. On parle du concept, par exemple, de l'ivoirité qui a été développé par Paul Niava et qui a été énoncé pour la première fois par Nyongoro Porqué, stipule qu'on est ivoirien partout où on va. Aujourd'hui, moi, je veux partir sur le plan culinaire, sur le plan de la nourriture. Un ivoirien, par exemple, qui a été en Côte d'Ivoire avec notre plat favori, le garba. On voit à l'extérieur des jeunes Ivoiriens qui arrivent quand même à créer une activité génératrice de revenus avec ce plat-là, qui arrive quand même à envoyer ce concept de plat ivoirien à l'étranger. Et tous les Ivoiriens qui sont là-bas convergent bien évidemment vers cet endroit-là pour se ressourcer, pour se reconnecter à la culture, pour se reconnecter à la nourriture. Donc, parler de culture n'est pas forcément les rites, les danses, mais aussi la nourriture. Aujourd'hui, à l'extérieur du pays, il y a des gens qui font la promotion du plat cali à Boré, par exemple, avec... Madame, son nom m'échappe, mais avec aussi la loco, on fait la promotion de tout cela. Et pour moi, c'est ça aussi notre culture, c'est ça la beauté de notre culture. Parce que le monde, il évolue. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus forcément notre langue maternelle. Je ne dis pas ou qu'on ne porte pas le kita pour venir à la télé. Venir à la télé, que forcément, on n'est pas en cohésion parfaite avec notre culture. Et en même temps, j'en profite pour dire aux jeunes que c'est important aussi de faire référence à la culture. Ça nous permet, en tant que jeunes, d'avoir quand même la tête sur les épaules, d'avoir les idées claires et de savoir où on va dans un monde qui se globalise, se généralise. Donc, Mohamed Fofana, est-ce que vous êtes du même avis que Bernadette Nguessan? Alors, non, moi, je pense que le constat est assez triste, un peu triste, parce que c'est vrai qu'on a, pendant un certain moment,
on a dû se défaire inconsciemment de notre culture. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les facteurs qu'elle a évoqués, ce sont des facteurs réels. Nous avons peur d'aller au village parce que X, parce que Y pourrait éventuellement nous causer un quelconque dommage imaginaire futile. Alors, non, là, la jeunesse, là, on doit revenir. Et ce, d'autant plus maintenant que l'accès maintenant aux différents villages est en train d'être facilité. Moi, pour aller dans mon village, à l'époque, il nous fallait pratiquement un jour. Mais maintenant, en 6 heures de temps, je peux aller à mon village. Donc, on est en train de... nos parents ont vécu donc, leur ère en griffe rattachée à la culture. Nous, la plupart d'entre nous sommes nés en pleine capitale. Nous avons fait nos études en pleine capitale. La Côte d'Ivoire a connu une crise qui a donc empêché ou ralenti les déplacements donc, de cette population, en fait, de cette jeunesse à Angrippe vers ses lieux vers ses origines. Aujourd'hui, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre progressivement. On espère qu'au soir de 2025, il n'y aura rien ne se passera et qu'à l'issue de cela, le 26 octobre, tout le monde vaquera à ses occupations sans crainte, sans difficulté. Et donc, dans cette stabilité-là, on va progressivement inciter, en tout cas, je souhaite en tout cas aider, donc encourager nos jeunes à retourner donc, à leurs origines, à leurs sources. Parce qu'à Abidjan, tu ne peux pas parler couramment ta langue maternelle tout simplement parce que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule population. Tu ne peux que la parler uniquement que lorsque tu es entre les tiens. Donc, il est important pour nous, hein, sur ça, c'est un engagement que nous devons prendre afin de pouvoir retourner donc, vers nos cultures et, pourquoi pas, contribuer même au développement même de nos villages. Ça, c'est un second aspect. Voilà, donc sur ce point-là, le constat est qu'on doit faire l'effort de pouvoir encore réduire ce taux. Très bien. Nikema Moussa. Alors, je vais raconter une petite histoire qui va aller plus loin. Je suis allé faire un reportage avec le micro. On arrive, il y avait pas mal de personnes et on veut poser des questions sur un sujet de la rédaction. Et on approche des messieurs, bonjour monsieur, quand il voit le micro, il voit la caméra, il dit « Ah, mes parents sont au village, hein, pourquoi ils vont me voir ?» On a la phobie du village. Il dit « Mes parents sont au village, hein, pourquoi ils vont me voir ?» Pour dire qu'on a laissé le village de sorciers, tout court. Nous, on est en ville. Et ce détachement, c'est à la fois pour la langue maternelle, mais pas que. Il y a aussi nos habitudes, ce qui fait l'identité de notre ethnie, de notre culture, ce qui fait aussi une particularité de nous-mêmes. Au-delà de pouvoir dire, voilà ce qu'on dit dans ma langue maternelle, mais qui est-ce que le baoulé, le dinéka, le koulango ou autre, voici ce qui fait notre fierté, voici ce qui font nos dégoûts et autres. Ça manque aujourd'hui. À l'inverse, on a très facilement été assimilés après la colonisation. Très facilement. De sorte qu'on importe plus. On se sent plus français qu'ivoirien souvent. On se sent plus français. Aujourd'hui, quand un Français vient et il s'exprime très mal dans nos langues, ça va. Mais quand on s'exprime mal en français, c'est un crime. Aujourd'hui, les jeunes se sont un peu déconnectés de... Le français, c'est quand même la langue officielle de notre pays. Attention. Hein. Donc, il faut établir la nuance quand même. La nuance est là, soit, mais je vais dire par exemple, ce n'est pas notre langue de base. Bien vrai, c'est ce qu'on fait à l'école, c'est notre langue officielle, on en est fiers. Mais au-delà, il y a ce qui est maternel, il y a ce qui... Tu peux parler de 84%, c'est énorme. Et ces 84%, peut-être on peut même ajouter le fait qu'au-delà de ne pas connaître leur langue maternelle, ils connaissent presque rien de chez eux. Presque que rien de chez eux. Et ça, c'est alarmant. On construit un pays avec des identités, des cultures qui se mélangent, qui se partagent et qui apportent toujours quelque chose au pays. Très bien. De l'autre côté, toujours au niveau de la culture et de l'art, on assiste à des jeunes qui facilement copient certains arts qui quand même font assez la fierté. Aujourd'hui, très facilement, il y a des champions en slam, dans certaines pratiques artistiques qui sont en train de se développer, qui font également la fierté du pays de savoir que tel Ivoirien a réussi à percer dans tel ou tel art qui est reconnu dans le monde. Donc ça, c'est le côté positif. Au niveau de l'art, ce contraste-là, quand même, existe bien. On va retourner à Conakry, retrouver Niango Serge Alain. Quand vous attendez ces différentes réactions de jeunes Ivoiriens comme vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, ce qu'il faut préciser, en fait, c'est qu'on ne réunit pas notre culture en connaissance de cause. Ce qui s'est passé, c'est que lors de la colonisation, il faut le rappeler, il y a eu en fait une diabolisation de notre culture. La plupart de nos ancêtres, ils ont été forcés à renier leur langue, à renier leur façon de penser, à renier ce qu'ils étaient.
Et nous, en fait, en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes la première génération qui avons accès à la connaissance, pas parce que les villages nous les ont donnés, mais parce qu'en fait, les premières personnalités qui ont été instigateurs de la décolonisation ont laissé les écrits. Ils se sont perdus plus ou moins. Et aujourd'hui, en fait, avec Internet, ça renaît. Tu as les livres de Kizebo, tu as aussi, avec l'UNESCO, l'histoire de l'Afrique qui a été réécrite. Et en fait, moi, mes parents n'ont pas eu accès à l'histoire de l'Afrique qui a été réécrite. C'est moi, en fait, qui, dans mes recherches, je suis tombé en fait, sur des livres de l'UNESCO. Et je me rends compte, pour le répéter, que nous sommes la première génération d'Ivoiriens qui avons accès à notre patrimoine culturel. Et ce patrimoine, il va au-delà des langues, il va au-delà même des plats. Il est en fait un gisement pour construire une identité. Et si on passe, en fait, si on ne construit pas l'identité culturelle ivoirienne, il sera difficile de se développer en tant que citoyen. Parce que le citoyen, en fait, il habite une cité. Et la cité, elle est faite de plusieurs codes qui sont très souvent culturels. Donc, du coup, en fait, pour me répéter, il faut comprendre que la négation de notre culture n'est pas de notre fait, c'était imposé par une logique coloniale. Et quand la connaissance aujourd'hui est répandue avec nous, la jeunesse, il est important d'apprendre auprès des anciens et puis de diffuser la connaissance à tous nos amis pour que finalement on puisse bâtir la Côte d'Ivoire qui est fière de ça. Concrètement, Serge Alain, qu'est-ce que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, en 2025, là où nous parlons, doivent faire pour se réapproprier cette culture, pour qu'ensemble nous puissions donc progresser vers cette construction identitaire dont vous parlez? Et en fait, il y a Cheikh Anta Diop qui disait qu'il n'y a aucune paresse qui nous empêchera d'apprendre. En fait, on apprend par la lecture. Et ça, vraiment, je suis persuadé de cela à 10 000%. Il faut beaucoup lire. On a des livres de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop. En Côte d'Ivoire, on a, j'oublie le nom, mais il y a la ministre Henriette Zabaté qui écrit beaucoup de livres historiques. Il faut lire. Et pour les jeunes qui n'aiment pas lire, il faut passer par les festivals. On a le festival des Grillades qui met en avant notre patrimoine culinaire. On a les musées de Bassam, d'Abidjan qui mettent aussi en avant notre patrimoine historique. Et il y a des festivals comme le Black History Month avec mon association. On essaie de festivaliser cette culture-là en la rendant beaucoup plus fun. Mais pour les jeunes qui sont hyper actifs, il faut lire et il faut beaucoup lire. Très bien. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause. On va aller donc tout de suite à la réclame, une pause publicitaire. Et on se retrouve pour aborder le dernier virage de cette émission avec notamment l'engagement politique de la jeunesse ivoirienne. De retour sur le plateau du débat citoyen avec à mes côtés ces belles figures de la jeunesse ivoirienne avec qui, à l'occasion de cette journée du 7 août 2025, nous débattons sur l'avenir de la jeunesse ivoirienne. On va à présent parler d'engagement politique de la jeunesse. Tout d'abord avec vous, Éric Dohou, qu'est-ce qui manque? 75% de la population ivoirienne, mais seulement moins de 35% de cette frange de la population a voté aux dernières élections, selon le dernier rapport d'Afrobaromètre. Écoutez, c'est très clair. Déjà, la démocratie, je pense que j'aime bien expliquer les choses avec des images, c'est beaucoup plus simple. Considérez que la démocratie, c'est une sauce. C'est une recette de cuisine. Il y a des ingrédients à choisir, il y a une manière de procéder. Si vous faites différemment de la recette, ce n'est plus la recette originale, c'est autre chose. Donc, ce qu'on a toujours fait en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, en 2025, je pense que ça ne ressemble pas à de la démocratie. C'est autre chose, simplement, lui a collé ce mot de démocratie. Et donc, pour expliquer aujourd'hui le désamour des jeunes pour les choses politiques et citoyennes, je pense qu'on peut regrouper les raisons sous deux formes. D'abord, les raisons psychologiques. Nos élections, la vie politique en Côte d'Ivoire se résume à de la peur, du chantage, de la corruption et de la violence. Donc, le premier conseil que vos parents vous donnent ou que vos grands-frères vous donnent quand vous vous intéressez à des choses politiques, c'est de dire attention, c'est dangereux. Très bien. Donc forcément, si on apprend à plusieurs générations d'Ivoiriens que c'est dangereux, ne vous étonnez pas qu'il y ait beaucoup d'absence sur la ligne de front politique. Deuxième chose, sur le volet, je dirais, systémique. Rien n'est fait pour justement donner de la place aux jeunes. Et moi, je dis toujours que c'est le système qui doit fonctionner. On ne doit pas prendre des exemples pour essayer d'expliquer les choses. Il faut que le système fonctionne. Que ce soit le code électoral lui-même, avec les limitations d'âge, parce que c'est vraiment dévalorisant. Vous imaginez qu'un pays comme la France,
à partir de 18 ans, on peut se présenter à n'importe quelle élection, même l'élection présidentielle. Ouais. On va prendre le Vatican. J'aime bien prendre cet exemple. Le Vatican, c'est 1,4 milliard d'individus. Et les conditions pour devenir pape, il n'y a pas de condition d'âge. Il faut avoir plus de 18 ans et juste être baptisé. Donc, juste pour expliquer qu'en réalité, on veut tellement mystifier qu'on a dit aux jeunes, calmez-vous, vous, déjà, on ne pense pas que vous puissiez être capable de faire les choses. Alors que c'est complètement faux. C'est possible. Deuxième chose, il y a les valeurs qui sont promues. Ouais. La politique, aujourd'hui, le système, c'est l'argent. Partout, vous allez avoir la question de l'argent. La question de la loyauté dans les partis politiques. On l'a vu, malheureusement, dans plusieurs partis politiques où la simple évocation d'une ambition crée tout un ramdam. Et ensuite, il y a la formation civique et citoyenne qui n'est pas faite. Elle n'est pas faite par l'État lui-même, alors que c'est sa responsabilité. Bon, il s'en est défaussé d'une partie sur les partis politiques en disant « Bon, je vous donne un peu de fonds publics et puis vous vous en chargez ». Sauf que l'État ne fait pas le suivi après de cet argent. Et donc, il ne se passe rien. Et tout est aujourd'hui entre les mains des ONG ou associations comme la mienne, ou des fondations européennes, notamment les fondations allemandes en Côte d'Ivoire. Et la vôtre, c'est d'ailleurs la garde citoyenne. Qui nous aide à faire ce travail de Très bien. Messieurs, mesdames, je suis tellement désolé, il ne nous reste plus que moins de 5 minutes pour conclure cette émission, ce débat passionnant, hélas. René Armstrong, en 30 secondes, dites-nous tout sur l'engagement politique des jeunes. Comment est-ce que cet engagement doit se matérialiser? En 30 secondes, oui. Je pense déjà qu'il faut bannir la peur. Oui. Parce que pour s'engager politique, il faut être libre de parler. Quelqu'un a dit bien, il n'y a pas si longtemps que ça, la liberté d'expression, c'est pas ça le problème, c'est est-ce qu'après tu seras encore libre. Donc je pense que quand on sera tous libres de parler et de choisir sa position, peu importe le parti politique, qu'il y aura de vraies idéologies, parce qu'excusez-moi, on est encore au stade de l'idolâtrie actuellement, qu'on va arrêter d'idolâtrer tel ou tel leader et penser idéologie avec le cadre et la liberté qu'il faut, je pense que les jeunes, ils reviendront les bras ouverts vers la politique. Très bien, merci beaucoup. Mohamed Fofana. Alors, pour moi, déjà, revenir rapidement sur le concept du mot jeune, de la jeunesse. La Côte d'Ivoire a donc ratifié en septembre 2009 la Charte africaine relative à la jeunesse, qui définit le jeune comme étant la personne âgée de 15 à 35 ans. À côté de ça, on a de nouvelles notions. La jeune génération. De qui parle-t-on? Des personnes comprises entre 35 ou 50 ans, parce qu'à 50 ans encore, on pourrait se considérer encore jeune. Donc, en politique, la notion de jeune est très large, est très, très large et très vaste. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, qui répondons promptement à la définition de la Charte africaine de la jeunesse, nous sommes un peu lésés à cause de plusieurs facteurs, notamment le dictat des anciens, le manque d'idéologie politique réelle, la crispation qu'entoure le terme politique, c'est vrai, et puis malheureusement les dérives que cette politique-là a causées à notre pays. C'est bien entendu. Bernadette Nguessa, en 30 secondes. D'accord. Chez nous, à la LINESI, permettez que je revienne tout le temps sur la LINESI parce que c'est la base. Là-bas, on nous forme, on nous donne une formation citoyenne et civique. Et tout jeune, aujourd'hui, doit s'intéresser à tout ce qui est mouvement apolitique, parce que la LINESI est un mouvement apolitique qui forme les jeunes à la citoyenneté, à la bonne gouvernance, pour ne citer que cela. Et chez nous, notre président, le professeur Dion, nous dit « Nous sommes des hommes, pas des animaux, pour nous laisser abrutir et instrumentaliser par les partis politiques. » En tant que jeunes, nous pouvons nous intéresser à la politique, mais nous ne devons pas laisser les partis politiques nous inciter à la haine, à la violence et aux manifestations à chaque fois qu'il y a un désaccord ou un mécontentement. Ça nous incombe, nous jeunes, de prendre notre responsabilité, comme je l'ai dit, pour pouvoir jouer notre part dans la politique. Parce que si on ne vient pas au devant de la scène, ils vont choisir pour nous. Et ce qu'ils vont choisir pour nous ne va pas forcément nous arranger. Donc il faut prendre les choses en main aujourd'hui et vraiment prendre part active à la vie politique de notre pays pour nous-mêmes, notre bien et pour le bien de la génération à venir. Niango Serge Alain, en 30 secondes, l'engagement politique de la jeunesse ivoirienne à l'orée de la présidentielle. L'engagement politique intervient lorsque le jeune il est éduqué, lorsqu'il travaille et lorsqu'il est cultivé, comme les axes qu'on a vus précédemment. Donc, du coup, en fait, pour que les jeunes s'intéressent à la politique, il faut que l'éducation soit de bonne facture, il faut que la culture soit au cœur de notre quotidien, parce que s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'éducation, je pense que les jeunes ne feront pas de politique, ils vont juste être instrumentalisés, et puis c'est les vieux qui vont faire des faux coups. Merci beaucoup, Serge Alain. Nikema Moussa. 4 éléments rapidement. Le premier, c'est la formation à la citoyenneté et aux valeurs de la République. Le deuxième. Donner de l'amour aux jeunes, mais aussi à ceux qui sont déjà là, de valoriser ce qu'ils savent du patrimoine ivoirien. Deuxièmement, c'est donner de la place et de la visibilité aux jeunes.
Troisièmement, c'est de montrer que la politique, ce n'est pas forcément s'enrichir, c'est de servir le peuple. Quand on a l'impression que nos politiciens viennent pour avoir de l'argent, facilement, le jeune qui entre en politique, il ne vient pas forcément pour servir, il vient pour s'enrichir et faire son réseau pour évoluer. Quatrièmement, il faudrait que les acteurs puissent attendrir un peu le discours politique, faciliter la venue des plus petits. Vous avez beaucoup de jeunes qui rentrent en politique, qui peuvent vous donner ce qu'on appelle un courant politique, qui ne peuvent même pas te dire s'il est de la gauche ou de la droite, si ça existe d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Donc voici des éléments qui, pour ma part, compte tenu du temps pas développé, si on booste davantage et que, par exemple, dans le cours qu'on donne à l'école sur la citoyenneté, EDHC et autres, si on renforce les valeurs de la République aux jeunes, je pense qu'il prendra plus au sérieux la chose publique. Et s'il s'engage à politique, ça ne sera pas seulement pour sa personne, mais pour effectivement faire la chose publique. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Merci d'être venus faire le débat. René Armstrong, consultante en communication, merci d'avoir été là. Bernadette Nguessan, étudiante en droit, membre de la LINESI, la Ligue pour la Nouvelle Espérance en Côte d'Ivoire. Mohamed Fofana, juriste fiscaliste. Éric Dohou, cofondateur de la Garde citoyenne, en duplex depuis Conakry, en République de Guinée. Nyongo Serge Alain, activiste culturel, merci beaucoup. Et puis Dikema Moussa, journaliste reporter chez NCI. Merci à vous aussi de nous avoir suivis depuis chez vous. Bonne célébration de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.